Salut tout le monde, c'est Tosh pour Scanner Fishing. Comme vous le voyez, on se retrouve aujourd'hui tranquillement à la maison pour une vidéo tuto. Et là, attention, aujourd'hui, gros sujet, je vais vous parler de l'éco-sondeur. Vous avez beaucoup de questions là-dessus, je me rends compte sur internet, mais aussi à la rencontre abonnée récemment. Beaucoup d'interrogations sur simplement le pourquoi du comment de l'éco-sondeur, à quoi ça va me servir si j'en achète un. Et encore pire, il y a même des gens qui en ont déjà un et qui ne savent tout simplement pas bien le régler et qui n'en tirent pas le profit maximum. Donc avec cette vidéo, je vais essayer de répondre à toutes vos questions d'un coup. Alors attention, accrochez-vous, ça va partir dans des détails un petit peu techniques, mais en tout cas, si vous êtes déjà un minimum renseigné sur le sujet, ça va vous parler normalement. Je vais commencer de suite avec une question très simple et de base, mais qui semble assez importante, c'est à quoi sert un éco-sondeur ? L'éco-sondeur permet de répondre à une question primordiale qu'on se pose très souvent quand on pêche. C'est est-ce que le secteur où je pêche à ce moment-là a un bon potentiel ou un mauvais potentiel pour la pêche. Bien sûr, vous allez avoir accès à beaucoup d'informations avec l'éco-sondeur, mais très vite, les premières choses qui vont vous sauter aux yeux, c'est de savoir si vous pouvez insister sur un spot ou si vous faut changer de lieu directement et faire les valises et aller sur un autre secteur, sur le lac ou sur votre rivière. Pour savoir si un spot a un bon ou mauvais potentiel pour la pêche, il suffit de prendre en compte plusieurs informations que va vous donner l'éco-sondeur. Bien évidemment, et je pense que c'est l'idée principale de la personne qui a inventé les premiers éco-sondeurs, c'est de savoir s'il y a du poisson à l'endroit où on pêche. Effectivement, on se rend compte avec l'éco-sondeur très vite qu'il y a des endroits sur des lacs notamment, même sur des rivières, qui sont absolument pas fréquentés par qui que ce soit, et c'est des gros vides intersidéraux. Si vous ne le savez pas, si vous pêchez là toute la journée, vous allez prendre un capot de l'espace, alors qu'avec l'éco-sondeur, déjà, ça va vous permettre d'éviter ces endroits déserts. Donc les populations de poissons apparaissent carrément assez nettement sur les éco-sondeurs. Alors attention aussi à la présence de poissons sur l'éco-sondeur. Souvent quand on est débutant, on a tendance à vouloir pêcher dès qu'on voit des échos. On se dit tiens, il y a du poisson là, je vais essayer de le pêcher. Les trois quarts des échos qu'on voit ne sont pas des poissons qu'on voudrait pêcher, notamment en tant que pêcheur de carnassier. Pourquoi ? Parce que les poissons blancs et les poissons de fourrage sont bien plus présents dans nos eaux et bien majoritaires par rapport aux quelques carnassiers qu'on voudrait convoiter. Donc notamment les brochets, les cendres, les perches sont plus nombreuses, ça je vous l'accorde, mais tout ce qui est silure, black bass, tout ça apparaissent que très peu finalement sur l'éco-sondeur. Donc attention de ne pas pêcher tous les échos que vous voyez, vous allez perdre beaucoup de temps à présenter des crankbaits notamment à des tanches qui en ont absolument rien à faire. Alors ne vous inquiétez pas, hein, très vite avec l'expérience on sait déceler un carnassier au milieu de cette masse de blanc, notamment par parfois la forme des bancs, je pense aux perches, et notamment par le comportement aussi. Si jamais vous voyez une boule de vif sur votre écran et qu'en dessous sur le fond vous voyez par exemple deux arcs de cercle qui représentent des cendres, vous pourrez assez vite en déduire que c'est les cendres qui sont postées sous les vifs et qui sont prêts à monter dessus pour taper dans le banc. Tout ça, ça vient avec l'expérience, ne vous inquiétez pas, vous saurez les reconnaître très rapidement. Donc l'éco-sondeur permet de savoir s'il y a tout simplement de la vie sous votre embarcation. Il faut savoir aussi que nos chers amis carnassiers affectionnent particulièrement les endroits qui ne sont pas monotones, c'est-à-dire les grands fonds plats ou alors peut-être au fin fond de l'hiver quand vraiment ils sont complètement apathiques. Mais les trois quarts du temps, ils affectionnent les irrégularités, notamment les cassures, mais aussi les herbiers, les blocs rocheux, les éboulis. Toutes ces choses-là, vous pourrez les voir avec l'éco-sondeur et vous pourrez ainsi déterminer si l'endroit où vous êtes est potentiellement bon pour la pêche du carnassier. Alors on aurait fait le tour de la question à quoi sert l'éco-sondeur avec ce que je viens de vous dire. On a effectivement un appareil qui sert à collecter plein d'informations et à savoir si on est au bon endroit ou pas. Mais certains pêcheurs et puis l'évolution des technologies en ont décidé autrement. Ils ont tout simplement décidé d'utiliser l'éco-sondeur en temps réel pour pêcher. Je parle bien sûr des pêcheurs à la verticale, voilà, la fameuse verticale. Vous connaissez sûrement maintenant cette discipline qui date de plusieurs années. Avec l'éco-sondeur, on peut pêcher en vertical en temps réel et observer carrément son leurre sur l'écran et pêcher en direct les poissons qui se situent vraiment sous l'embarcation. Pour ça, je vais vous expliquer comment régler votre appareil au mieux, puisque c'est vraiment une des pêches phares pour les mois qui arrivent, là, pour le mois de novembre, même décembre, janvier, jusqu'à la fermeture. Quand on a le poisson et le leurre en direct sur l'écran, je vous avoue qu'on se trouve un peu face à un jeu vidéo, puis c'est un autre plaisir, mais c'est vraiment un plaisir qui est super sympa. Alors, il existe trois types d'affichage
affichage sur les éco-sondeurs comme on les trouve habituellement dans le commerce. Bientôt un quatrième affichage, mais qui n'est pas encore totalement au point pour ma part, donc je ne vais même pas vous en parler ici. Donc vous avez l'affichage conventionnel, en fait c'est celui-ci, là c'est le premier que vous connaissez sans doute déjà. C'est celui que je vais vous expliquer dans une minute, assez précisément j'espère. Ici vous avez un mode un peu plus avancé. Chez Lawrence ils appellent ça le down scan ou le structure scan, je ne sais plus trop. Là c'est un mode qui est beaucoup plus défini, qui va vous permettre d'étudier notamment les structures bien précises, et en tout cas de les voir directement. Par exemple un arbre ou une ruine ou même un banc de gros poissons, vous allez le voir avec une qualité un peu plus photographique, même si c'est pas une résolution de malade, mais on va le voir très nettement ici. Alors que sur le mode conventionnel, il faut savoir déjà un peu mieux interpréter les éco-sondeurs. Le troisième mode d'affichage que je n'ai pas sur cet éco-sondeur, mais qui est réservé aux éco-sondeurs un peu plus onéreux, c'est le side scan. C'est un affichage qui vous permet de lire ce qui se passe à la manière du down scan ici, mais cette fois-ci sur les côtés de votre embarcation. Voilà, à savoir que ici et ici, vous avez une espèce de cône qui descend sous la sonde, donc c'est une vision globale autour de vous. Le side scan permet vraiment d'identifier si votre écho est à droite ou à gauche de l'embarcation. Ça je vous le montrerai quand je serai riche et que j'aurai le moyen de me payer un HDS de chez Lawrence ou chez la concurrence. Alors niveau budget et équipement, donc vous avez accès à plein de choses. Pour commencer, je pense qu'il faut un budget au moins minimum de 200 à 250 euros. Vous pourrez avoir un petit sondeur comme ça, parfait pour le float tube en 4 pouces, où vous aurez un affichage seulement conventionnel. Mais déjà pour commencer, pour vous familiariser avec les sondeurs, c'est vraiment très bien je pense. Ne partez pas de suite dans des machineries un peu usine à gaz, parce que là vous allez peut-être bloquer sur trop d'informations. Donc commencez par un sondeur simple comme ça. À la limite, intégrer aussi le down imaging, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est l'image en qualité un peu plus évoluée. Ça va vous permettre déjà de faire le boulot. Ensuite, si vous avez un peu plus d'argent, et là on rentre dans un autre domaine, c'est le domaine des combinés. Un combiné, c'est un sondeur qui intègre un traceur GPS. Et là vous avez accès, comme vous le voyez sur celui-ci, à plein de maps. C'est des cartes qu'on trouve sur internet, sur des cartes qu'on achète sur des cartes SD. C'est des cartes en fait détaillées de vos lacs préférés et de vos rivières, et qui vont vous permettre bien évidemment de savoir et de connaître pas mal de choses sur le spot avant même d'y aller. Et puis surtout aussi, ça va vous permettre de marquer des points GPS en action de pêche. Donc si vous êtes sur un bon spot, tac, vous le marquez, vous revenez dessus 1-2 ans après, peut-être que ça sera toujours un bon spot. C'est toujours très sympa de faire ça, surtout que tout ce qui est cartographie on peut le travailler à la maison, tout ça, donc ça je vous expliquerai plus tard parce que c'est rien que ça, c'est un sujet très vaste. Ces combinés là peuvent avoir des sondes en HD, c'est toute la gamme HDS de chez Lawrence par exemple, où là vous aurez des qualités d'affichage, notamment au niveau du down scan, qui sont simplement bluffantes. Je vous promets, des fois on a l'impression d'avoir une photo en face de soi. Juste une chose, si vous comptez acheter votre sondeur sur internet, n'hésitez pas à vraiment pousser vos recherches, parce qu'on trouve des différences de prix assez hallucinantes parfois. Celui-ci par exemple, je l'avais trouvé un peu partout autour des 360-380 euros. Je l'ai finalement acheté moins de 300 euros sur un magasin qui était très sérieux aussi. Donc voilà, une économie de 100 euros net, ça fait toujours plaisir, pensez-y. Donc au niveau du matériel qu'il vous faut pour sonder et être tranquille, il vous faut bien évidemment le sondeur ici, qui est la plupart du temps livré avec une sonde qui ressemble à ça. Voilà, que vous allez fixer sous votre bateau ou sous votre flotte tube. Donc la fixation n'est pas fournie avec, attention, il faudra la bricoler la plupart du temps. J'en ai une ici, hop. Vous voyez, moi j'ai fait ça maison avec 2 planches de contreplaqué. Voilà, ça c'est pour le dessus du float tube, ça c'est pour le dessous. Ça vaut 3 euros de faire ça. Si vous voulez, je vous expliquerai comment on fait, mais bon, regardez, hein, c'est vraiment tout bête, il n'y a rien de très spécial, rien de bien compliqué. Donc pour la sonde, vous me demandez souvent dans quel sens on la met, donc comme ça ou comme ça. Je vais vous dire que ça n'a pas d'incidence sur les résultats, puisque le signal est balancé sur le dessous. Donc pensez juste à l'hydrodynamie, c'est-à-dire faites en sorte que quand vous avancez, l'eau passe sur ce côté-là et ne pose pas de résistance avec le côté plat. Et ensuite, il vous faudra, pour faire marcher tout ça, une batterie de ce type-là. Donc c'est une 12 volts 7 ampères, en tout cas pour mon modèle de sondeur. Je ne sais pas si pour les modèles plus évolués c'est un autre voltage, je ne sais rien. Mais ça vaut une vingtaine d'euros sur internet. Ne vous inquiétez pas, ça vaut pas si cher que ça. Et ensuite il y a un tout petit détail, il faut y penser, c'est les connectiques. Voilà, souvent on n'y pense pas, mais bon, pour la première session ça bloque en général. Je sais pas si on la voit bien. Voilà, c'est juste une petite fiche comme ça qui va vous permettre de vous brancher
sur la batterie. Donc pensez-y, ça vaut 1 € dans un magasin de bricolage. Voilà pour le matos. Ah oui aussi, il y a toute une série de câbles et c'est bien le bordel. Pour ranger tous ces câbles là qui traînent sur le flotte tube ou sur le bateau, je vous conseille d'acheter une boîte en plastique comme ça que vous allez modifier avec des petits mousquetons qui vont venir s'accrocher sur le bord du flotte par exemple. Voilà, vous allez mettre tous vos câbles dedans et vous allez prendre soin de faire un trou ici pour passer les fils qui vont directement sur l'écran. Voilà un petit peu pour la présentation générale du sondeur. Maintenant on va zoomer sur l'écran, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment interpréter, comment lire et comment mieux régler votre sondeur. Voilà, on est en mode simulation sur le sondeur. Donc le mode simulation, c'est un mode qui existe sur tous les appareils et qui vous permet de faire tous les réglages tranquillement à la maison plutôt que de les faire sur l'eau. Ça vous fait gagner beaucoup de temps de pêche. N'allez pas sur l'eau avec un sondeur qui n'est pas du tout réglé parce que ça va vous servir pas à grand chose à part vous faire perdre du temps de pêche. Donc utilisez le mode simulation à la maison. Ici, je vous montre qu'est-ce que moi j'ai choisi d'afficher à l'écran, ce qui m'est a priori le plus utile. Donc ici vous avez bien évidemment l'écran global avec une couleur que j'ai choisie et qui permet d'afficher le fond ici en marron, ce qui est beaucoup plus net, l'eau en blanc et tout ce qui est en surface c'est du parasite, mais ça malheureusement on ne peut pas trop y réchapper. Des parasites qui sont dus au moteur, aux palmes, à plein de choses comme ça. Il y a des filtres qui existent mais qui sont plus ou moins efficaces, donc vous aurez toujours ça en surface, ne vous inquiétez pas quel que soit le modèle. Ensuite ici vous voyez les échos de poisson, donc je vais y revenir dans une minute. En information, moi j'affiche toujours la profondeur, ça c'est évident. La température de l'eau aussi, très important. Ici c'est la vitesse de dérive quand vous êtes en flotte, c'est assez important aussi. Et un bateau c'est la vitesse de déplacement, on pourrait dire. Ici on est à 8 km/h, vous voyez qu'on avance quand même assez à une vitesse modérée. Ici vous avez l'heure, ça c'est juste pour pas rentrer trop tard à la maison et me faire engueuler. Ici vous avez l'échelle de profondeur, ici de 0 à 20 mètres, elle est automatique, elle s'ajuste en fonction de la profondeur sur laquelle vous passez. Hop, vous voyez on vient de passer à 25 ici. Et enfin sur la bordure ici j'ai ce qu'on appelle l'amplitude scope chez Lowrance, c'est-à-dire tout ce qui se passe vraiment en temps réel sous la sonde. Ok, donc là on est en condition de navigation, c'est-à-dire qu'on navigue à peu près à 7 ou 8 km/h, donc on est en bateau et on avance doucement. Notre sonde, elle fait le boulot, c'est-à-dire qu'elle crée un cône de détection sous l'embarcation. Tout ce qu'on va voir passer ici, c'est des objets qui seront rentrés dans ce cône de détection et qui en seront sortis. J'insiste bien sur ça parce que souvent, beaucoup de gens croient que ce qu'on voit là est sous le bateau, donc est bon à pêcher. Alors non, si ce qu'on voit là, ce sont des arcs. Pourquoi des arcs? Parce que quand le poisson ou l'objet rentre dans le cône de détection, le signal est toujours plus faible en bordure de cône. Donc vous avez un écho ici qui est fin au début. Quand le poisson est bien sous la sonde, en fait, il est assez épais, et quand le poisson sort de la sonde, il est de nouveau assez fin. Donc ce que vous voyez là implique que c'est déjà plus sous la sonde et déjà plus sous votre embarcation. Ce qui est vraiment sous votre embarcation au moment où vous le voyez, c'est ce qu'il y a ici dans l'amplitude scan. Ce qui est là, c'est déjà plus effectivement sous le bateau exactement. C'est peut-être à 1 mètre à votre droite, à 1 mètre à gauche, ça peut être à 10 mètres déjà, selon la profondeur, mais c'est déjà plus sous le bateau. Ça, faut vraiment en prendre conscience, parce que beaucoup de gens se trompent là-dessus. Donc on le voit clairement, quand on se déplace, en fait, les poissons ne font qu'entrer et sortir du cône de détection, ce qui donne des arcs comme ceci. Voilà. Par contre, à partir du moment où on va s'arrêter, on va arrêter les moteurs et on va s'immobiliser. Donc là, je peux pas vraiment vous le montrer puisque le mode simulation ne montre qu'un déplacement. Mais je vais vous montrer une image, par exemple. Voilà. À partir du moment où on va s'arrêter, on va avoir des échos qui vont être un peu différents. Si un poisson, par exemple, rentre sous la sonde et il reste un certain moment, ou reste dans un périmètre en fait sous l'embarcation, on va plus avoir des arcs, mais on va avoir des lignes un peu plus continues sur la durée. C'est-à-dire que ces poissons-là vont être un peu plus longtemps sous votre bateau ou sous votre flotte tube. Donc on va pouvoir commencer à les pêcher en vertical. Voilà, quand on pêche en vertical, souvent on se retrouve avec des lignes continues qui représentent des poissons et au-dessus on voit votre leurre qui évolue selon que vous le jiguez ou que vous le laissez simplement plat. Voilà, vous avez sans doute peut-être déjà vu des images comme ça, et c'est à partir de ce moment-là où ça va être très intéressant puisqu'on va voir les poissons, donc qui sont des lignes continues, commencer à monter, à descendre pour voir si votre leurre les intéresse ou pas. Donc si vous êtes vraiment perdu, dites-vous une chose simple. Pour vous situer sur l'écran, votre bateau ou votre flotte tube est ici dans l'angle en haut à droite de l'écran. Voilà. Tout ce qui est en dessous de vous se situe dans cette colonne là.
Donc l'amplitude scan chez Lowrance et je ne sais pas le nom chez la concurrence, ça vous le marquerez dans les commentaires si vous le savez. Et donc tout ce qui est là, c'est ce qui est passé, en tout cas quand vous êtes en déplacement. Quand vous êtes immobile, les poissons qui resteront sous votre sonde seront des lignes continues. Les poissons qui ne feront que passer seront des arcs. Voilà, ça c'est vraiment pour résumer, pour faire simple. Alors, il faut savoir aussi une chose simple, c'est qu'il y a deux grandes utilisations du sondeur. Donc, vous avez l'utilisation du sondeur en mode de prospection, donc qui va induire une pêche en power fishing ou en linéaire. C'est-à-dire que vous allez chercher à savoir ce qui se situe de manière assez large autour de votre sonde. Donc, pour cela, vous allez utiliser une fréquence spéciale qui est de 83 kHz. Donc, pour régler ça, il vous faut simplement aller dans menu ici et vous pourrez régler votre fréquence selon votre modèle de sondeur. Donc ici j'ai pas mal de choix, vous voyez j'ai 83 kHz, je vais choisir ça de suite, voilà. Donc là, vous voyez, il va falloir que je fasse d'autres réglages pour éclaircir tout ça. Mais en gros, je vois ce qui se passe beaucoup plus largement autour de mon embarcation. Donc tous les échos qu'on va voir ici seront parfois à 2, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, parfois à ma droite, à ma gauche, derrière, devant. Ça, je peux pas le savoir. Je pourrais le savoir si j'avais un side scan, je pourrais savoir si c'était à droite ou à gauche. Mais en l'occurrence, là, je peux pas le savoir. Si je veux pêcher maintenant en vertical et voir précisément ce qu'il y a en dessous de moi, dans un cône beaucoup plus restreint, il va falloir que je change de fréquence et que je passe en 200 kHz, voilà, comme ceci. Voilà, là vraiment ce que je vais apercevoir sur le sondeur, c'est vraiment ce qu'il y a vraiment beaucoup plus en dessous de moi. Alors sur ce modèle là qui est un Shirp de chez Lowrance, on a divers modes de fréquence un peu optimisés. Ici en l'occurrence le High Shirp correspond à une fréquence qu'on utilise pour la pêche vraiment verticale très restreinte sous l'embarcation, et le Medium Shirp en fait est une fréquence qui correspond à une fréquence un peu plus large pour pêcher vraiment en linéaire ou en power fishing. Donc ici je vais rester en High Shirp parce que je vais dire par exemple que je vais pêcher en vertical sous le bateau. Ok, maintenant j'en viens à deux réglages essentiels du sondeur qu'il vous faudra régler la plupart du temps une fois sur place, sur l'eau. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on essaie de ne pas perdre de temps à régler tout ça, donc tous les réglages autres, il faut le faire à la maison. Par contre, le réglage de la sensibilité et du contraste va dépendre un peu de la qualité de l'eau, de la qualité de votre milieu. La sensibilité, donc, pour commencer, ça sert en fait à optimiser la détection ou justement la rendre un peu plus faible. Voilà, vous voyez, je suis en train d'augmenter la sensibilité. Donc il va détecter beaucoup plus de choses, mais en faisant ça il va détecter aussi toutes les particules qui flottent dans l'eau, toutes les feuilles mortes qui flottent dans l'eau, etc., etc. Si jamais j'augmente la sensibilité à fond, vous voyez, je me retrouve avec beaucoup d'échos et de faux échos. Les faux échos, c'est vraiment les petits bouts de bois, les brindilles qui flottent, etc. Pour essayer de trouver un juste milieu, si je suis dans une eau un petit peu chargée, je vais essayer de baisser un petit peu la sensibilité pour retrouver seulement, vous voyez, que des échos de poissons. Voilà, essayer de clarifier un petit peu les choses. Avec le modèle Shirp de chez Lowrance, il y a une grosse évolution à ce niveau-là et les échos sont beaucoup plus nets. En fait, les poissons se détachent beaucoup plus des saletés. Quand on compare des modèles un peu plus anciens, on se rend compte que c'est beaucoup plus sale à l'écran. On se retrouve avec des choses un petit peu comme ça, et il fallait faire un peu le tri entre toutes les particules et les poissons. Maintenant, de plus en plus, les technologies permettent vraiment d'avoir des échos et des écrans assez nets de ce style-là, par exemple. Vous voyez, là, j'ai vraiment l'eau et un poisson. J'ai plus toutes les particules qui flottent. Donc, la sensibilité, vous voyez, il faut le régler vraiment en temps réel une fois sur l'eau. Alors il y a une chose à savoir concernant la sensibilité, parfois on se retrouve avec des écrans un peu dégueulasses, pleins de parasites, alors qu'on cherche à baisser la sensibilité, il ne se passe absolument rien. Alors le problème vient souvent du fait qu'il y ait une ou plusieurs sondes du même modèle de sondeur, ou en tout cas d'un modèle assez équivalent, à proximité. Voilà, c'est souvent le cas quand on pêche à plusieurs en flotte tube et que vous avez tous un sondeur, on peut se retrouver, si jamais on n'est pas assez espacé, avec beaucoup d'interférences au niveau de votre écran. Donc là, vous allez essayer de baisser la sensibilité, mais ça ne fera pas grand chose. Pour régler le problème, et là je m'adresse à ceux qui connaissent déjà un petit peu le sondeur, il vous faut agir sur le ping, donc la vitesse de défilement de vos sondeurs, et essayer de trouver des pings différents chacun pour résoudre un petit peu le problème d'interférence. Il y a un autre élément de réglage vraiment à utiliser absolument
en condition de pêche, ou en tout cas à bien régler, pour moi c'est le contraste. Alors le contraste, vous voyez, on l'a juste ici aussi. Le contraste va permettre d'étudier la dureté des éléments qui passent dans votre cône de détection. Donc ça sert beaucoup, vous l'imaginez, pour le fond, savoir si vous avez des rochers par exemple, ou alors de la matière assez solide et dure, notamment des pierres, des éboulis, etc. Ou à savoir aussi à l'inverse si c'est un sol est plutôt vaseux, sablonneux, ou etc. Donc ça déjà, ça permet d'étudier vraiment les fonds, sachant que pour la pêche c'est relativement important. Ensuite, le fait de bien régler son contraste aussi, ça va vous permettre d'étudier à savoir si un poisson est gros ou pas gros, tout simplement. Voilà, parce que plus un poisson est large, on va dire qu'il est gros. Souvent les petits poissons apparaîtront alors dans une couleur donnée que vous aurez choisi, donc plutôt en rouge, jaune, et puis un gros poisson bien épais, genre une carpe ou même un gros brochet, en l'occurrence apparaîtra plutôt vert. Alors là vous voyez, mon contraste est assez élevé, donc tous les poissons apparaissent assez verts. Mais si je baisse un peu, vous voyez, il passe en jaune de suite, jaune rouge un petit peu, voire bleu quand c'est très mou. Et ensuite, quand je vais avoir un poisson beaucoup plus épais, beaucoup plus gros, je vais le voir seulement grâce à la couleur. Voilà, le réglage de la sensibilité et du contraste sont communs à tous les modèles d'éco-sondeurs. Donc ça, c'est deux choses à savoir en priorité. Pour tous les autres réglages, je vous invite à aller voir la page Facebook de Scarna Fishing. Je vais vous faire des screenshots de mes réglages qui ne sont pas forcément les plus utiles, mais en tout cas qui vont peut-être vous aider à régler les choses un peu plus en détail pour ceux qui ont le même modèle que moi. Voilà, je ne vais pas le faire là parce que beaucoup de gens n'ont pas tout simplement d'éco-sondeur ou ont tout simplement un autre modèle d'éco-sondeur, donc je ne vais pas faire une vidéo seulement sur les réglages de ce modèle là. Un petit conseil aussi, essayez de bien choisir votre couleur d'interface. La couleur d'interface, c'est comment apparaissent en fait toutes vos informations sur l'écran. Donc des fois ça peut être complètement en bleu, en sépia, en ce que vous voulez. Moi ici j'ai choisi une couleur qui s'appelle fond marin plus fond blanc. Voilà, le fond blanc bien évidemment parce que j'aime bien, parce que ça permet de détacher vraiment les échos. C'est très lisible, surtout quand on est en condition de faible ou de forte luminosité, plutôt sur le bateau. J'aime bien afficher aussi le fond en marron, tout simplement parce que c'est beaucoup plus logique d'avoir un fond marron, je trouve. Voilà, plutôt qu'un fond vert, bleu ou jaune. Ça parle moins, là au moins c'est beaucoup plus lisible. Donc à vous de choisir un peu la couleur de votre interface, ça peut vraiment jouer sur la lisibilité de l'écho. Voilà, une fois que votre sondeur sera plutôt bien réglé, vous allez gagner de l'expérience et vous allez observer des phénomènes qui sont vraiment pour le coup très intéressants pour faire avancer votre pêche. Je pense notamment aux boules de vif, surtout quand les poissons sont regroupés en hiver, vous allez savoir reconnaître une boule de poisson fourrage et parfois en dessous poster quelques carnassiers en attente. Donc là, bien sûr, vous êtes sur un bon spot. Vous allez reconnaître aussi assez facilement des bandes de perches qui ont une manière de se mouvoir en fait assez original par rapport aux autres poissons, surtout quand elles sont en chasse. Je vais essayer de vous montrer les exemples à l'image pendant que je vous dis ça. Et puis il y a aussi par exemple les poissons qui sont collés au fond, surtout pour les pêcheurs de silure bien évidemment, mais aussi pour les pêcheurs en vertical, de cendre, même de perche. On voit souvent les poissons l'hiver qui sont un peu collés au fond, et maintenant avec les nouvelles technologies qu'on a, on arrive vraiment à les faire décoller en fait à l'image, si je peux dire, avec notamment des bons réglages de contraste, de sensibilité, alors qu'il y a quelques années de ça c'était très difficile de les voir, ces poissons là. Là maintenant on voit un poisson qui est quasiment posé au fond, on peut arriver à le détacher sur l'image et à le pêcher correctement. Allez, je vous donne un dernier petit truc pour la pêche en verticale l'hiver. Quand vous arrivez sur un lac que vous ne connaissez pas trop, la première chose à voir, ça va être de trouver la zone de confort des poissons. Donc en naviguant, vous allez voir très vite que les poissons se situent, par exemple, je dis ça au pif, se situent tous à 10 mètres. Alors c'est une question de température pour eux, de confort. Voilà, ils sont pas en dessous, pas en dessus, ils sont tous à 10 mètres. Vous savez pas pourquoi, mais ce que vous allez en déduire, c'est qu'il vous faut pêcher des zones où le fond se situe à 10 mètres. Pourquoi? Parce que le poisson va trouver plusieurs avantages à être sur le fond à 10 mètres, notamment parce que ça va être une zone de confort pour lui et qu'il va être en plus sur le fond. Donc essayez de pêcher ces zones là, c'est vraiment des zones les plus efficaces en général l'hiver. Et bien voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'espère avoir répondu un maximum à toutes vos questions. Maintenant, avant de vous quitter, je voudrais vous donner 2-3 petits conseils
peut-être bon à prendre pour certains d'entre vous. Voilà, la première chose, c'est vraiment faites attention au placement de votre sonde sous le bateau et surtout je pense aux flottes, parce qu'en flotte on a vite fait de mettre un coup de palme ou quoi que ce soit qui fait que la sonde se trouve comme ça ou comme ça pendant des heures, et dans ce cas là vous aurez des échos très bizarres et vous allez vous demander vraiment mais qu'est-ce qui se passe en dessous, et ça serait dommage de se retrouver à la sortie de l'eau en se rendant compte que la sonde est mal placée. Donc vérifiez assez souvent au cours de la session le placement de votre sonde. Le deuxième conseil, ça sera simplement d'oublier un peu votre échosondeur. Voilà, fiez-vous d'abord à vous, à votre sens, à votre observation sur l'eau. Le sondeur n'est qu'un assistant en fin de compte. Parfois moi je le prends plus, notamment pour les pêches de brochet en zone un peu profonde où il n'est, je pense, d'aucune utilité. Autre chose aussi, essayez de l'éteindre parfois. Certains pêcheurs expérimentés l'éteignent quand ils pêchent le cendre, notamment en vertical. Pourquoi? Parce que effectivement ça fait un bruit, le sondeur fait un bruit assez énervant d'ailleurs, c'est comme un petit cliquetis régulier sous l'eau, et forcément les poissons les plus éduqués, je pense, reconnaissent ce bruit là. Donc quand vous êtes sur un spot qui vous paraît bon, éteignez l'échosondeur, pêchez et vous verrez bien ce qui se passe et vous ferez vous-même la part des choses. Encore une chose, si jamais vous voulez vraiment progresser très vite, faites appel à un guide pro. Certains sont spécialisés vraiment dans le sondeur et vont vous prendre en session avec eux et vont vous permettre de progresser très vite, notamment en ce qui concerne la lecture et l'interprétation des échos que vous allez trouver. Donc n'hésitez pas à faire appel à leur service si vous avez moyen, vous allez vraiment apprendre très vite et en très peu de temps. Voilà, cette fois c'est fini pour de bon. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Félicitations parce que c'était vraiment beaucoup de blabla. Moi, pour les plus intéressés et ceux qui ont notamment mon modèle d'échosondeur, celui-ci, l'Elite 4 Shear de chez Lowrance, je vais poster sur Facebook bientôt tous mes screenshots de réglages en fait précis que j'utilise. Donc c'est pas forcément les meilleurs, mais en tout cas c'est ceux qui me permettent moi d'avoir des meilleurs résultats. Donc je vous mets ça sur Facebook pour ceux qui nous suivent. Moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Scarlin Fishing. En ce moment c'est un peu dur parce que les poissons sont vraiment en transition. Voilà, ils ne sont plus sur les bordures, mais ils ne sont pas encore postés dans des zones un peu plus profondes, donc c'est un peu le bordel. Je vous avoue qu'on n'arrive pas trop à savoir comment pêcher. Ça va être beaucoup mieux d'ici quelques jours, je pense. En tout cas, on va se démener pour essayer de faire du fish et du beau gros fish pour vous en vidéo d'ici la fin de l'année. Moi, je vous dis à plus tard. Ciao.